Chers amis, nous abordons une table ronde qui est assez connectée avec la précédente, intitulée « L'homme augmenté ». Un titre qui pourrait faire penser à de la science-fiction, et pourtant, on pourrait dire que nous sommes un peu tous des hommes augmentés. Nous n'avons pas la même taille que nos ancêtres du Moyen-Âge. Nous n'avons pas la même espérance de vie qui s'est allongée de 20 ans en un siècle. Nous sommes protégés, vaccinés contre les maladies. Et donc nous sommes tous des hommes augmentés d'une certaine manière. Il n'en reste pas moins que lorsqu'on évoque ce titre-là, on s'imagine l'image que nous avons mis en exergue de ce forum. Certes, on sait faire des rétines artificielles pour les gens qui ont une DMLA, qui sont aujourd'hui à 600 pixels, là où notre vision actuelle est à 1 million de pixels. Mais ça ne nous interdit pas de réfléchir à ce que la technique pourrait nous apporter. Lorsqu'on saura faire des rétines à 1 million de pixels, on saura réparer une DMLA. Mais lorsqu'on saura faire des rétines à 10 millions de pixels, qui pourra interdire à qui que ce soit de demander une vision HD ? HD. Et donc, la réflexion sur l'homme augmenté nous oblige à une certaine forme de distance, mais il y a aussi une certaine forme d'immédiateté face à ce problème. Nous avons un panel magnifique pour cette discussion sur l'homme augmenté et le plus vieux compagnon du forum en termes de durée de collaboration. Bernard Bertschi est philosophe. Il est suisse, nul n'est parfait, mais ça fait partie peut-être de l'augmentation. Et Bernard Bertschi nous accompagne depuis le début du Forum européen de bioéthique avec beaucoup de sagesse et beaucoup de compétences. Nous avons la chance d'avoir également parmi nous Hervé Schneeweiss. Hervé aussi est un vieux compagnon de route parce qu'il est venu dans les premières éditions du Forum. Il est neurologue, directeur de recherche et président du comité d'éthique de l'INSERM dont il a parlé tout à l'heure. Nathanaël Jarras est chercheur et il vous dira plus précisément dans quel domaine. Enfin, Marc Roux, qui nous a déjà accompagnés dans pas mal d'éditions du Forum, est président de la Société française de transhumanisme. Eh bien, voilà la table ronde posée. La règle du jeu est la même. Chacun des intervenants démarre sur le sujet et propose sur une dizaine de minutes sa vision de la thématique, puis ensuite échange avec la salle sur un sujet passionnant qui nous concernera individuellement, mais qui concernera le monde de nos enfants assurément. Je donne la parole en premier lieu, noblesse oblige, à Bernard Bertschi pour ouvrir le bal. Bernard, tu as la parole. Merci Israël et merci pour l'invitation. Je me disais en t'entendant parler que peut-être que l'Europe augmentée, ce serait l'Europe avec la Suisse, mais je crains que ça soit pas beaucoup plus rapide que l'homme augmenté que certains espèrent. Voilà, alors je vais commencer par une citation d'un humoriste français qui était par ailleurs pharmacien, Alphonse Sallet, qui disait ceci: « L'homme est imparfait, mais ce n'est pas étonnant quand on pense à l'époque où il a été créé. » Et donc, évidemment, il n'est pas surprenant que cet être humain-là cherche à se réparer, voire à s'améliorer ou à s'augmenter. Et je vais vous en donner quelques preuves, alors un peu plus récentes qu'Alphonse Sallet. On a demandé à 1000 individus s'ils accepteraient d'utiliser une stimulation cérébrale minimalement invasive, c'est-à-dire des électrodes sur le scalp en gros, dans le but d'améliorer leur capacité ou leur performance intellectuelle au travail ou à l'école. 87% d'entre eux ont répondu favorablement. Deuxième étude, on a posé la question suivante à des parents cette fois.
Si vous aviez la possibilité de donner à votre enfant un médicament qui lui fasse courir peu de risques 1 heure avant ses leçons de piano et que par là, il devienne un excellent musicien, le feriez-vous? Alors, les gens sont un peu plus méfiants, c'est leurs enfants, mais quand même 48% ont répondu affirmativement. Une étude a été faite au Canada qui examinait comment les médias et les journaux traitaient la question de l'usage des médicaments comme dopants cognitifs, c'est-à-dire pour améliorer nos capacités cognitives, et a montré que si les revues médicales étaient très critiques, les revues médicales parlent systématiquement d'abus de prescription de médicaments. On emploie des amphétamines comme Sartre pour écrire Lettres de néant, vous savez, donc c'est pas fait pour ça les amphétamines en principe. Et donc les revues médicales parlent d'abus. Par contre, les revues de bioéthique, alors certes anglo-saxonnes, présentent l'usage de médicaments hors indication comme une amélioration des capacités, donc comme quelque chose de positif. Et les médias grand public considèrent que l'usage de tels médicaments est un choix de style de vie, donc une question individuelle, mais valorisée positivement et liée à un droit fondamental qu'est la liberté individuelle. Donc vous voyez que, d'une certaine façon, en tout cas, la société a un regard très moyennement critique. Alors, est-ce qu'il faut s'en inquiéter? Mais la tendance est lourde. Hein. Souvenez-vous, enfin, on le sait, mais on n'y pense pas forcément, mais la devise olympique, elle dit quoi? Elle dit plus vite, plus fort, plus haut. Les sportifs ont compris la leçon d'ailleurs, en général. L'OMS définit la santé comme un état de complet bien-être physique, mental et social qui ne consiste pas seulement en une absence de maladie ou d'infirmité. Donc cette tendance vers le mieux, vers l'amélioration, vers l'augmentation est si lourde que les réticences suscitées par certaines pratiques ont très rapidement diminué. Par exemple, Anjan Chatterjee, qui est un neurologue américain, relève que si à l'origine la chirurgie esthétique, c'est-à-dire une pratique typiquement améliorative, s'était heurtée à 4 objections, on disait que c'était dangereux, que c'était frivole, que c'était injuste parce que seulement les riches pouvaient se le payer, et le 4e, c'était que ça participait, on risquait une coercition sociale, c'est-à-dire que si certaines personnes commencent à se faire refaire, tout le monde devrait le faire. Hein. Eh bien, actuellement, la chirurgie esthétique n'émeut plus personne, ou plus grand monde. Or, continue-t-il, c'est exactement les mêmes objections qu'on élève de nos jours contre ce qu'il appelle la neurologie cosmétique, c'est-à-dire le fait de prendre des dopants cognitifs, c'est de nouveau les risques, etc. Et à la frivolité, on substitue l'érosion du caractère. C'est-à-dire que si on prend l'habitude de régler ses problèmes en prenant des pilules, on va perdre des capacités de réaction, de résilience. Mais la question qui se pose, dans le fond, notre attitude négative par rapport à ces dopages cognitifs, c'est pour combien de temps, si on en croit comment les choses se sont passées jusque-là. Bon, tout ce que je viens de vous dire ressortit à la sociologie. C'est ce qui se passe, c'est ainsi qu'on juge les choses. Et l'éthique se situe en principe ailleurs et demande comment doit-on juger les choses. Alors, comment répondre? Bien, il y a évidemment plusieurs réponses, mais une des réponses les plus anciennes, c'est de dire qu'on doit juger les choses en fonction des aspirations profondes de l'être humain, de ce qu'il réellement veut profondément. Or, l'aspiration à devenir meilleur, à atteindre une sorte de perfection, est assez fondamentale pour l'être humain. Elle est même très ancienne. Quand on parle de vertu, bon, c'est un terme un peu suranné, mais une vertu en grec, ça veut dire une perfection. Une vertu, c'est juste une perfection de caractère. C'est rien de plus. C'est le but de devenir vertueux, c'est simplement de devenir un être humain accompli. Donc, il s'agit pour l'être humain de faire mieux, et même le mieux, ce qui est possible, puisqu'il est un être perfectible. La médecine y contribue, de même que l'éducation, les arrangements politiques et le travail sur soi. Donc, l'homme augmenté ou l'homme amélioré, c'est en un certain sens l'homme naturel, puisqu'il est naturel à l'être humain de viser au mieux ou au meilleur. Pourquoi alors lit-on, par exemple, dans le petit texte qui avait été mis en exergue de nos tables rondes, que l'homme augmenté ouvre un gouffre d'interrogation et nous interpelle si c'est quelque chose de si commun? Je crois que
Alors, je ne vais pas pouvoir passer en revue toutes les objections, hein, juste une ou deux. Hein. Mais pour certains, c'est à cause de la nature des moyens employés. Tant que les moyens sont naturels, mettez des guillemets si vous voulez, il n'y a pas de problème. Dès qu'ils sont artificiels ou biotechnologiques, cela devient douteux. Mais bon, quand on y réfléchit, l'objection n'est pas très solide, puisque les vaccins dont Israël a parlé ressortissent à la biotechnologie, et si certains s'y opposent, ce n'est pas du tout pour cette raison. Pour d'autres, c'est parce qu'on parle de s'incorporer ces moyens d'augmentation. Au sens étymologique du terme, c'est les mettre dans notre corps. Un ordinateur, on peut en tomber d'accord, augmente de manière significative nos capacités mentales. Mais si on greffait un microprocesseur de même puissance dans le cerveau humain, sans doute on le condamnerait. Pour d'autres encore, c'est parce que notre statut moral lui-même serait mis en danger. Devenir plus altruiste par l'effort sur nous-mêmes est une bonne chose. Le devenir parce qu'on a pris de l'ocytocine, c'est une petite substance qui rend plus altruiste. Non seulement prive l'altruiste de toute valeur, mais est moralement, semble-t-il, très douteux. Pourtant, comme le disait le journaliste américain William Safire, je le cite, « Supposer que nous puissions développer un médicament qui nous rende moins timides, plus honnêtes ou intellectuellement plus séduisants, avec un bon sens de l'humour. Qu'est-ce qui nous empêcherait d'utiliser un tel botox pour le cerveau ?» Et si vous ne voulez pas l'utiliser pour vous, demandez à votre conjoint ce qu'il en pense. Bien, à mon sens, je pense qu'on peut discuter de tout ça. Je ne vais pas le développer, mais je pense que le problème le plus difficile est ailleurs. C'est qu'on doit craindre, je pense, que si l'augmentation par des moyens médicaux et biotechnologiques devenait efficace, ce qu'elle n'est pas vraiment actuellement, sauf dans le domaine du sport, cela ait des effets sociaux délétères, contre lesquels d'ailleurs la pratique médicale actuelle n'est pas non plus immunisée. Un neuroéthicien australien, Neil Levy, dit ceci dans son ouvrage sur ce sujet. « Les conditions sociales dans lesquelles nous vivons, le caractère anonyme et aliénant des grandes cités, l'insécurité causée par la globalisation et les changements d'emploi, la menace de nouvelles maladies, les tensions politiques, etc., sont incompatibles avec une vie épanouie. Plutôt que de nous médicaliser ou de nous augmenter afin de faire face à un environnement toxique, nous devrions le changer. » Bon, c'est peut-être pas plus facile, mais enfin bon. Le risque, c'est que si nous n'y prenons garde, cette médicalisation, dans un but d'adaptation ou d'amélioration-augmentation, ne devienne de facto obligatoire, tout comme le sont devenus le téléphone portable et l'ordinateur, de moyens technologiques mais non biotechnologiques, d'augmentation de l'être humain. Voilà. Merci Bernard de ce petit tour d'horizon. Je vais donner la parole à Hervé Schneeweiss sur sa vision et ses restrictions par rapport au terme d'homme augmenté. D'abord, merci pour l'invitation. Et puis, je constate que c'est bien d'hommes augmentés qu'on parle à cette table ronde parce qu'il n'y a pas de femmes. Donc, il faudra une autre table ronde pour faire la femme augmentée l'année prochaine ou dans une autre partie du forum. Plus sérieusement, moi, je vais continuer en fait sur ce qu'a dit Bernard. Alors, évidemment, tu parles en philosophe et moi, je vais parler en médecin. Et pour moi, la question de l'homme augmenté, elle se situe par rapport au fait que ce sont des technologies ou des procédés qui sont développés pour traiter d'abord des pathologies qui ensuite viennent dans le champ d'un autre usage. Et se pose pour moi la question centrale de la justice au sens du coût et au sens de l'accès à la technologie. Alors, il y a des choses que je voudrais mettre de côté pour qu'on se focalise sur la réalité du débat. Premièrement, on parlera, ou peut-être des questions viendront, sur la question de l'abolition des frontières, du fait qu'il n'y a pas de frontières entre la maladie et l'augmentation. Oui, on peut discuter à l'infini de ça, mais on sait très bien ce qu'est une maladie dans la plupart des cas, et malheureusement, on a des besoins de santé qui sont colossaux et donc on doit se poser la question de savoir si on peut disperser ces besoins de santé qui sont aujourd'hui non satisfaits et qui représentent bientôt 20% du PIB de nos sociétés pour des usages, tu as parlé de frivolité, en tout cas des usages qui ne sont pas hors du champ de la santé. Donc
Dans 90% des cas, on sait très bien définir ce que c'est qu'une maladie. La deuxième chose, c'est, Israël, tu as commencé avec ça, moi je crois qu'il ne faut pas parler d'augmentation quand on est dans des stratégies médicales préventives. La vaccination, c'est clairement l'objectif par rapport à une pathologie identifiée, de prévenir la survenue de cette maladie. J'espère que tous dans cette salle, vous êtes vaccinés contre la grippe. Sinon, vous faites une grosse erreur. La grippe, c'est moins dangereux que le coronavirus, puisque le coronavirus, c'est 3% de morts. La grippe, c'est 0,07, sauf que la grippe, ça touche des millions de personnes. Donc, au bout du compte, le coronavirus, ça fait 400 morts en Chine pour l'instant. La grippe en fera des milliers encore cette année. Donc, de grâce, prévenez la survenue de maladies. Et l'année prochaine, si vous ne l'avez pas fait cette année, vaccinez-vous. Donc, il y a une différence entre le fait d'avoir des stratégies qui permettent de répondre à une maladie et des techniques qui sont d'augmentation. Alors après, on en arrive aux frontières, où effectivement, il y a des stratégies qui ne sont pas la prévention d'une maladie, mais qui sont la compensation d'une maladie. Et là encore, il y a eu des confusions sur le fait de savoir si c'était une maladie. Israël, tu es très bien placé, et beaucoup d'autres amis dans la salle, pour savoir qu'à un moment donné, la procréation médicalement assistée a été qualifiée d'augmentation, parce qu'effectivement, avec la procréation médicalement assistée, on ne guérit pas l'infertilité, on ne guérit pas la stérilité. On trouve une stratégie de compensation, mais c'est tellement le cas en médecine, on ne guérit pas le diabète, on apporte de l'insuline pour compenser le manque d'insuline. Donc, la question qui est posée et ensuite qui s'étend est de dire « Ah, mais avec les nouvelles lois de bioéthique, on va ouvrir la procréation médicalement assistée, donc une technique médicale, à des couples de femmes qui ne sont pas infertiles, qui sont simplement recours à cette technologie pour faire un enfant, parce qu'à 2 femmes, on n'arrive pas à faire un enfant sans l'aide au moins d'un donneur de spermatozoïdes et d'un médecin pour faire la fécondation in vitro. Idem pour la préservation des ovocytes. Et là, on arrive quand même à ta question, Bernard, de savoir si on est dans le contexte de l'autonomie du sujet, c'est-à-dire un choix délibéré. Effectivement, un couple de femmes, on a répondu dans 2 avis du CCNE, au moment où j'en faisais partie, qu'on ne voyait pas d'obstacle éthique à ouvrir la procréation médicalement assistée à ces couples. Si on est dans l'ordre de répondre au désir, ou si, pour la question de la préservation des ovocytes, on est dans une réponse à un phénomène de société où on retarde de plus en plus l'âge du premier enfant, ou si on est dans une coercition par rapport à des cadres femmes à qui on impose d'abord de faire leur carrière ou d'entrer dans leur carrière professionnelle avant de les autoriser à penser à avoir un projet d'enfant. C'est quelque chose qu'on a discuté et où il y a probablement une réponse intermédiaire qui est de faire de l'éducation en disant qu'attentière naturelle à 35 ans, je parle sous le contrôle de spécialistes, et qu'en tout cas, et éventuellement proposer, avec le libre choix, de la maladie. Et puis après, on rentre effectivement dans la question de l'utilisation de ces technologies. Je pense qu'on a eu une caricature, et vous pouvez remettre John Huey, puisque non, pour permettre à de futurs enfants d'être, entre guillemets, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, la technologie CRISPR-Cas9, la technologie, ça l'est tout autant, puisque les enfants à naître n'étaient atteints d'aucune maladie. Donc, préservez-vous du VIH, prémunissez. Pas de sens sur le plan scientifique, pas de sens sur le plan médical, qu'il fallait un large consensus sociétal, parce qu'effectivement, même si sur un plan éthique, si un jour la technologie devenait avérée, par exemple la maladie de Huntington, est-ce que vraiment sur le plan éthique, il serait... La justice redistributive est une question éthique centrale à toute l'utilisation de cette technologie. Merci. Merci Hervé. Extensible sous les genoux. Et on aurait pu imaginer et même demander. Bien sûr non réalisé. Mais il me semble bien
que déconstruire la notion d'homme te paraît important. Je te donne la parole. Merci Israël, merci encore de cette débattu chaque année dans cette enceinte. Nous tiennent à cœur. Vos réflexions sont très 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 proches des nôtres. Donc, merci encore. L'interprétation qui est donnée, où on choisit ces termes que vous voyez là-dessous, homme augmenté, semble demander une petite explication. En effet, en France, résumer l'interrogation transhumaniste à cette expression augmentation. On oublie que cette expression, elle est apparue à un moment donné. On parlait de l'histoire récente dans un contexte anglo-saxon, et les anglo-saxons ne parlent pas au départ d'augmentation ou d'homme augmenté, ils parlent de manière plus générale d'enhancement. Enhancement, si on cherche à le traduire de manière plus littérale, quelque chose comme élévation, donc human enhancement, élévation, rehaussement humain. On a fait le test récemment de demander à DeepL, vous savez le traduction. DeepL a proposé valorisation humaine pour human enhancement. Je trouve tout à fait intéressantes ces différentes propositions. Donc le fait de voir qu'à encore 80 ou 90%, s'interroger sur les raisons pour lesquelles nous choisissons, ou les commentateurs, les journalistes, les critiques, ont choisi de dire ou de faire dire en quelque sorte que le transhumanisme, c'est la devise olympique en quelque sorte dans cette logique d'une espèce de fuite en avant. Et bien souvent, j'ai constaté qu'en effet, en utilisant ce terme d'augmentation humaine. La human enhancement, en français, il ne parle pas d'augmentation humaine. Finalement, tu étais un petit peu dans ce vocabulaire-là, m'a-t-il semblé, Bernard. Ils choisissent de parler de quelque chose de complètement différent. Ça fait porter l'attention sur la quantitatif que on prétendrait pouvoir mesurer de manière meilleure. Oui, mais alors qu'est-ce que c'est que le meilleur? Le meilleur, chacun en a son idée. Eh bien, c'est bien de cela dont les transhumanistes cherchent. C'est finalement peut-être pas beaucoup plus que cela. Tout dit, ce sont des tendances qui travaillent l'homme depuis que l'homme... que nous avons commencé à nous rendre compte que maintenant, ces technologies ont des améliorations qui peuvent parfois être des augmentations, qui peuvent parfois diminutions. Moi, je peux me permettre une très rapide anecdote. Il m'est arrivé de me faire opérer d'une hernie à l'aine il y a quelques jours. Sur le point de sortir, le chirurgien est venu me faire sa dernière visite. Je lui ai demandé trop monter d'escalier avec des packs d'eau, etc. Il a souri en me disant non, pas du tout. Non, j'en ai profité pour vous enlever quelques tissus qui étaient un petit peu... Une fois la cicatrice disparue. Il savait à qui il parlait. Par ce documentaire et rassuré par là même. Mais donc ça, c'est une première chose qui me semble importante de peut-être un choix délibéré ou encore qui l'oriente notre manière de rebondir peut-être sur ce que commençait à dire Hervé Schneeweiss. Transhumaniste fonctionne beaucoup sur la base d'une remise en question de toute une série de concepts qui de vérités, des vérités scientifiques ou des vérités philosophiques et vérités établies. L'une d'entre elles est la différence entre, ça peut être la différence entre le vivant et l'inerte, ça peut être l'humanisme réfléchit à toutes ces questions. Il nous semble que votre en question au moins ces frontières qui ne sont pas des limites, qui sont des frontières très occidentales depuis 2 siècles et beaucoup appris un petit peu ce savoir. À force, on a fini par... La déclaration de l'OMS, elle est de 1948, 46, mais donc c'est relativement récent. En tout cas, il y avait au moins 100 ans. Pendant longtemps, on a essayé de construire une vérité scientifique sur ces discours. De manière plus concrète, un aspect par lequel une pensée transhumaniste, me semble-t-il, peut apporter toute la réflexion sur le positionnement par rapport au phénomène du les maladies dont nous souffrons le plus, dont la grippe ne fait pas de cancer, donc fortement liées au vieillissement développé. Or, jusqu'à présent, nous continuons à traiter après l'autre. Alors, certes, on se rend compte
de certaines corrélations, on se rend compte qu'elles ont des impacts les uns sur les autres, mais nous n'avons pas, notamment notre tradition occidentale, de vision holistique de l'ensemble des processus qui sont à l'œuvre. Jusqu'à présent, notre médecine se refuse à considérer le vieillissement comme un sujet d'étude médicale globale qui pourrait au final, si on est cohérent avec nous-mêmes, relever d'une maladie. Alors, c'est évidemment un sujet à débat, ça peut être un petit peu heurtant dans un premier temps de considérer, mais alors attendez, mais moi aussi je vieillis, alors que ça veut dire ça, tout le monde est malade, enfin... je pense que c'est vraiment une question de discours, c'est une question de choix, de considérer que cet ensemble de processus relève de ce que nous appelons une maladie ou pas. Et je pense que ce qui est le plus important, c'est de réfléchir aux conséquences que pourrait avoir le fait de choisir, de nommer cet ensemble de processus maladie. En termes de financement, en termes d'organisation, en termes de mise en corrélation de toutes les recherches que nous faisons à ces sujets. Évidemment, ça amène à faire à peu près sauter ce dont parlait Hervé Schneider tout à l'heure, c'est-à-dire la différence entre simple réparation et amélioration ou augmentation. Mais il me semble que cela peut être tout à fait pertinent en termes de soins, en termes de qualité de vie gagnée sur un bien plus grand nombre d'années. Donc voilà une proposition transhumaniste très concrète, je crois, qui est proposée à la discussion et à la réflexion. Voilà, je pense que, oui, je vais peut-être même déborder d'une petite minute. Si on avait dit 10 minutes, je m'arrête. Merci. Merci Marc, on reviendra vers cela. On sait désormais que le mécanisme du vieillissement est très lié à la dégradation du bout des chromosomes qu'on appelle les télomères, qui se régénèrent moins bien d'une cellule à l'autre et entraînent par leur disparition le suicide cellulaire. Le mécanisme du vieillissement commence donc à être dépioté de manière très scientifique et il faut imaginer le moment où on saura bloquer cette dégénérescence des télomères. Il va venir, ça ne nous empêche pas de réfléchir en amont. Certes, ce n'est pas encore possible aujourd'hui, mais si ça devenait possible, j'assure, je suis prêt à faire le pari qu'énormément de gens seront candidats. La preuve, c'est que quand je vois les étudiants qui se préparent à un examen, ils se dopent, ils prennent des anabolisants, ils prennent de l'avlocardil quand ils ont un oral à passer, et donc le recours aux moyens d'enhancement sont légion. Et la question qui est posée, c'est même si nous ne sommes pas encore arrivés à un moment où des techniques très invasives permettent d'améliorer le vieillissement. Très clairement, si on me propose de vivre 20 ans de plus en bonne santé, je n'aurai qu'une seule remarque. Est-ce que les autres pourront le faire aussi? Et est-ce que ça n'aura pas d'effet délétère? Mais si demain on me proposait une méthode pour vivre 20 ans de plus en bonne santé, je serais preneur. Alors, Nathaël Janarassé, vous êtes chargé de recherche au CNRS dans l'Institut des systèmes intelligents et de robotique, et votre opinion nous intéresse sur cette question. Merci. Je vous remercie pour votre invitation et je suis honoré de pouvoir participer à ce débat. Alors, je vais aborder le problème sous la question un peu plus technique parce que mon travail au quotidien est de développer donc des dispositifs, des aides techniques pour des personnes en situation de handicap moteur, donc des prothèses, des exosquelettes. Ça passe aussi par des interfaçages avec le corps, avec le système neurophysiologique, périphérique ou central, les interfacer aux machines, ce genre de choses-là. Et donc beaucoup de fantasmes. Et en général, c'est un bagage technologique qui apparaît tout de suite dans l'imaginaire de l'homme augmenté. Je vais vous le dire tout de suite, je vais vous annoncer la fin, mais on n'est pas du tout à un stade où on peut parler d'augmentation. Et je vais dresser un premier état de ce qu'on est capable de faire avec les technologies numériques en termes de réparation. Et vous allez voir que finalement, il y a un gros décalage entre l'imaginaire et la réalité technique,
que finalement les questions éthiques qui peuvent se soulever sont peut-être pas celles auxquelles on pense directement, et donc que finalement cette notion d'augmentation est très discutable de façon assez concrète. Concrètement, les technologies de réparation actuelles, pour une personne amputée de bras ou qui a un handicap acquis, une paralysie, par exemple suite à un accident ou des choses comme ça, on sait faire des prothèses un peu plus sophistiquées, des prothèses de membres qui vont rester des outils sous le contrôle d'une personne, qui vont par exemple vous demander qu'est-ce que c'est qu'une prothèse de membre supérieur. C'est un système robotique avec lequel vous allez dialoguer par des contractions musculaires, qui ne va pas vous rendre de sensation de toucher, qui va vous demander une gymnastique, une décomposition des mouvements, une lourdeur d'utilisation. Certes, ça restaure un petit peu d'autonomie fonctionnelle, mais ça vous demande quand même beaucoup d'apprentissage, beaucoup de sacrifices. Une prothèse de membre inférieur, ça peut marcher un peu mieux. On a évoqué tout à l'heure le cas de Pistorius, mais il faut garder à l'esprit que finalement, ces prothèses outils, elles ne remplacent pas un élément caractéristique du corps qui est sa polyvalence. Certes, Oscar Pistorius court très vite avec ses prothèses, qui s'apparentent presque à des échasses plus qu'à des prothèses. Mais par exemple, s'il s'arrête, il tombe. Elles ne garantissent pas l'équilibre statique. Pour marcher, avec une marche quasi statique, il va falloir des pieds prothétiques d'un certain type. Pour nager, ce sera d'autres prothèses. Pour faire du vélo, encore d'autres systèmes. Et donc, en général, cette notion d'analyse de la polyvalence des technologies remet en général le corps sur un certain piédestal. Et quand on évoque une technologie qui fait beaucoup rêver, celle de l'implant, notamment l'implant cérébral, des interfaces aux machines, il faut savoir qu'à l'heure actuelle, on ne sait pas, contrairement au mythe un peu commun, on ne sait pas décoder la pensée. Même le système robotique, l'IA la plus sophistiquée connectée à l'implant le plus invasif qui existe, on sait au mieux reconnaître un certain nombre d'états cérébraux qu'une personne et un algorithme ont été entraînés à reconnaître, à travailler, à exhiber et à reconnaître, et vous pouvez appeler une certaine fonction robotique avec un état cérébral donné, mais on parle d'années d'entraînement pour arriver à évoquer 4-5 contrôles différents. Donc finalement, ce qu'on se rend compte, c'est qu'il y a des objets technologiques qui sont apparus, qui sont très présents dans l'imaginaire qu'on a de la réparation du corps, de l'augmentation du corps, mais que ces objets-là, finalement, ils réparent assez peu concrètement autour de vous et moi. Même moi, travaillant dans ce domaine-là, je connais peu de gens réparés par la robotique, qui a beaucoup plus à attendre de la chirurgie, de la médecine, de la génétique, de ce pan-là. Et que finalement, ces objets nous donnent, ils ressemblent beaucoup au futur qu'on s'imagine, mais que finalement, ils en sont très très loin. Il y a des verrous technologiques qui ont sauté, mais derrière, on est bloqué sur des questions scientifiques fondamentales, c'est-à-dire que faire une meilleure prothèse, c'est pas forcément avoir plus de puissance de calcul, avoir des matériaux plus légers, etc. C'est aussi derrière améliorer une compréhension du contrôle moteur chez l'homme, chose pour lesquelles on est encore assez démunis, et ça passe par ça. Et cette question du verrou scientifique, on ne peut pas la programmer, c'est pas une question d'évolution de progrès prédictible avec une linéarité. Dans 10 ans, on aura résolu le fonctionnement du cerveau humain. On a peut-être des impossibilités scientifiques à venir. Et puis, en fait, derrière, la question qui m'intéresse beaucoup, c'est celle du coût, qui est en général gommé. On évoque toujours le coût financier, mais il y a un coût plus compliqué que ça à évaluer. Le coût financier, il pourrait être un verrou à l'accessibilité, à finalement une utilisation égalitaire et un accès à tous de ces technologies, mais il y a un coût derrière humain qui est complètement négligé. C'est le fait que même le jour où on saura parfaitement reproduire un corps humain, peut-être ça arrivera, faire des organes, des membres parfaitement efficaces, peut-être plus performants et qui pourraient se remplacer instantanément, ou du moins dans ce qu'on croit, avec notre corps. Ce nouveau corps réparé, modifié, sera un nouveau corps qu'il faudra réapprendre à utiliser. Et on oublie en fait que notre corps, qui est notre premier outil, on a mis déjà des années à le maîtriser en tant que bébé, et de même, une prothèse ou un morceau de corps artificiel, il faudra réapprendre à l'habiter, à percevoir au travers. Et cet apprentissage qui est complètement gommé dans le discours, qui met une pression un peu mystique autour des possibilités de la technologie, c'est un coût non négligeable, c'est un coût énorme pour les personnes, c'est-à-dire on parle d'années de réapprentissage, d'années de réentraînement, de sacrifices en termes de souffrance, de douleur, et ça va limiter, je pense, grandement l'accès à ces technologies. C'est un frein, c'est un aspect un peu caché. On vend la technologie avec un mythe d'instantanéité, elle ne remplace pas instantanément la fonction. Une rétine artificielle ne vous rend pas la vue, il va falloir réapprendre une nouvelle manière de percevoir. Tout ce qu'on fait même en invasif est extrêmement grossier, et ça sera quand même à reconstruire entièrement. Et donc finalement,
le discours médiatique un peu de simplification de ces aspects-là, de vulgarisation un peu à outrance de possibilités technologiques, notre attraction pour le nouveau, pour la science-fiction, et puis le discours un peu idéologique qui porte la science et la technologie comme une réponse à tout, tente à nous faire confondre peut-être réparation, augmentation, capacité acquise au prix d'un sacrifice, versus quelque chose qui serait de l'ordre du don, qui ne ferait de nous des surhommes qu'on aurait acquis gratuitement. Donc, sous cet angle-là, finalement, on peut se poser la question de... ça remet un peu en question la question de l'augmentation, c'est-à-dire il n'y a pas forcément de débat encore à avoir autour, du moins actuellement, autour de la question du déséquilibre de la société que pourrait générer l'augmentation de ce genre de choses-là. Par contre, ça évoque des questions, il y a 2 questions éthiques qui me semblent intéressantes, celle autour de, finalement, l'homme augmenté versus la société augmentée, dans le sens où on a une focalisation sur la réparation de l'homme très individuelle, avec une approche très intégrative, c'est-à-dire de pousser des personnes qui seraient porteurs d'un handicap ou qui seraient déviants par rapport à une norme, s'il en existe une, à faire des modifications sur leur corps, s'appareiller, se réparer pour se remettre à ce niveau-là. Ça, c'est la version un peu technologique qu'on a en poussant le développement d'exosquelettes, de prothèses, d'implants, etc. Alors que d'un côté, on se veut être une société qui est plus inclusive, et qui ferait peut-être l'effort au niveau de la société d'intégrer plus de personnes avec des différences, avec leurs caractéristiques propres. Et donc il y a un débat peut-être à avoir sur cette emphase qu'on met sur développer ces technologies, plutôt que finalement rendre accessible notre monde tel qu'il est. Et la deuxième question, c'est la question qui revient régulièrement autour de l'expérimentation qu'on fait sur la personne humaine, où on évoque souvent la question du consentement, de l'éclairage, de la connaissance finalement de la technologie, de ses tenants et ses aboutissants. En fait, finalement, ce coût dont on a parlé, ce coût humain qui est très fort pour quelqu'un qui sera un jour réparé ou appareillé de technologie, le fait de le gommer, on peut se poser la question de est-ce que les personnes qui vont décider de s'équiper de ces technologies-là sont vraiment au courant, prennent une décision en connaissance de cause, finalement, des coûts, de ce que ça représente, finalement, de peut-être s'allier, s'hybrider à la technologie telle que c'est rêvé et vendu de façon un peu simplifiée. Voilà, je vous remercie. Merci. Bernard, par rapport à tout ce qui se profile à l'avenir, puisqu'on est au début d'une exponentielle, sur cette question de l'homme augmenté, il y a 2 options philosophiques qui sont le libéralisme, dont c'est une production philosophique, l'homme augmenté, toujours plus. Le striatum nous pousse à toujours plus. Libéralisme, c'est laissons faire les gens, surtout quand ils en ont les moyens. Face à ce libéralisme, il y a, dans des démocraties comme les nôtres, l'intervention de la loi et du législateur pour interdire le cas échéant. Comment est-ce que tu te places, toi, face à ce binôme ? Bon, nos démocraties sont des démocraties libérales en Europe. Donc, c'est bien une espèce de mélange des deux, d'une certaine manière. L'idée fondamentale du libéralisme européen, donc c'est 17e siècle, John Locke en Angleterre, c'était l'idée dans le fond, que l'État est à la fois quelque chose de très bien et de dangereux. C'est très bien parce que ça fournit des biens dont on a besoin, ça organise la vie en commun, ça fournit de la nourriture, des soins, etc. Mais c'est dangereux parce que ça tend toujours à empiéter sur les droits des individus. Enfin, la notion de droit, d'ailleurs, ça va se former peu à peu. Et la réponse à ce dilemme, c'était les droits de l'homme. Alors, 1789 en France d'abord, puis ensuite au niveau international, c'était l'idée qu'on peut poursuivre des buts collectifs, et c'est même bien de le faire, mais en poursuivant ces buts collectifs, on doit s'arrêter, il y a certaines limites qui sont infranchissables, ce sont les droits de l'homme. Alors, après, ça devient compliqué parce qu'il y a plusieurs générations, mais prenons la première génération, ce sont les libertés fondamentales. Alors ça, c'est le principe. Maintenant, ensuite, il y a la balance. Comment est-ce qu'on va balancer les 2 choses? Et c'est vrai qu'il y a des différences culturelles entre ce qu'on pourrait appeler libéralisme de droite et libéralisme de gauche, c'est-à-dire la social-démocratie, c'est le libéralisme de gauche, d'une certaine manière. Laissons faire les individus, mais dans le fond, rendons commun le fruit de leur travail. Ou
l'État intervient, mais jusqu'où doit-il intervenir? Et en France, il intervient pas mal. En France, c'est un pays où l'État, notamment, cherche à protéger les gens contre eux-mêmes. Ce qui n'est pas le cas aux États-Unis, c'est clair. Ce qui n'est pas le cas dans les pays anglo-saxons, ce qui est moins le cas en Suisse aussi, puisque c'est un pays que je connais bien. Voilà. Alors, moi, je suis très sensible, peut-être parce que j'ai quand même une tournure libérale, je suis très sensible au fait que, je dis en termes moraux, on n'a pas le droit d'empêcher quelqu'un de faire ce qu'il veut faire tant qu'il ne fait de tort à personne, en gros. Ruvenogien l'a formulé différemment, je le formule à partir d'autres positions, mais c'est assez ma position. Donc, moi, je pense que pour ces choses-là, alors, bien sûr, il faut tenir compte des effets cumulatifs au niveau de la société, mais pour ces choses-là, tant qu'il n'y a pas de raison de penser que ça va faire courir un risque important au bien commun, on n'est pas autorisé à empêcher les gens d'agir. Voilà. Alors après, bien sûr, les problèmes commencent quand on a dit ça, c'est évident. Mais alors, il y a un problème qu'on avance souvent et que moi, je ne trouve pas si convaincant que ça, en tout cas sur le principe. On dit toujours, oui, mais ça va être que pour les riches des pays riches. C'est toujours vrai au début. Au début, les lunettes telles que j'ai sur le nez, que presque tous, vous les avez presque toutes aussi, vous, sur votre nez, c'était très cher, réservé à une élite. C'est devenu quelque chose disponible à tout le monde. Donc le fait que quelque chose reste rare et cher ou pas, c'est aussi le fruit de décisions politiques. Alors je ne suis pas sûr que, quand on voit actuellement, on a parlé de Novartis hier, qui avait un médicament extrêmement cher et qui voulait tirer au sort les enfants qui avaient droit. Alors c'est évident que ça commence à poser des questions très très difficiles, mais je pense que la question du prix, la question de disposition est en partie aussi une question politique que l'on peut essayer en tout cas de confronter, même si la solution n'est pas simple. Hervé, on a vu des milliardaires américains se faire congeler dans l'espoir qu'on découvre ultérieurement à leur décès un traitement pour leur maladie. Et d'une certaine manière, ça rejoint un tout petit peu notre sujet, avec quelque part, pour cette observation-là, la remarque qu'il s'agit quand même d'un manque profond de culture. Ma question est la suivante. Quel lien y a-t-il entre la perception actuelle de l'homme augmenté et l'éducation et la culture d'une société? Alors, pour aller très vite, une des questions qui est fondamentale, elle a déjà été soulevée dans la table ronde précédente, c'est la transmission des connaissances réelles. Un des abus de langage, par exemple, par rapport à l'anglais, c'est de qualifier un certain nombre de molécules de smart pill, de molécules élégantes. La plupart des molécules dont on a parlé, ou des procédés dont on a parlé, ne sont pas aussi caricaturaux que la congélation, mais le sont quand même. Il n'y a aucune molécule aujourd'hui qui permet une augmentation des capacités cognitives. Tu as cité le cytosine. Le cytosine dépend totalement du contexte dans lequel elle est utilisée et dans lequel elle est administrée. On peut montrer que cette question de la confiance qu'un de tes compatriotes a développée, elle est vraiment relative au contexte dans lequel elle est utilisée. Donc, bien sûr, il faut d'abord informer les gens sur le réel. Qu'est-ce qui est vraiment possible et qu'est-ce qui ne l'est pas? Je pense que Nathaniel a rappelé la difficulté d'utiliser ces prothèses, les mois d'entraînement pour utiliser un bras robotisé ou soi-disant contrôlé par la pensée. Donc, si on se place dans la possibilité d'augmenter les choses, c'est vraiment à des échéances extrêmement lointaines. Ensuite, il y a des questions fondamentales, il y a des questions simples qui se posent. Tu as évoqué les lames d'Oscar Pistorius, mais en ce moment, dans les instances sportives, il y a une question sur des chaussures de course pour les courses de longue distance, les marathoniens, qui sont discutées et probablement elles seront interdites dans les compétitions après les Jeux Olympiques de Tokyo parce qu'elles feraient gagner quelques précieuses secondes à ceux qui les portent. Et là, c'est la question de la triche ou de l'inéquité. Ensuite, on a la question qui est un grand point d'interrogation. Tout à l'heure, tu évoquais la question du raccourcissement des télomères. Le raccourcissement des télomères, c'est quelque chose de commun à l'ensemble du vivant.
tous les organismes vivants qui ont des organisations de chromosomes ont, au cours du vieillissement, un processus de raccourcissement du télomère. Pourquoi est-ce que la sélection naturelle a opté pour ça? Est-ce que c'est le hasard? Auquel cas, effectivement, on peut interférer avec le raccourcissement des télomères, et ce n'est pas un problème. Ou est-ce que c'est une nécessité? Auquel cas, interférer avec le raccourcissement des télomères provoquera un certain nombre de catastrophes. Je rappelle toujours l'exemple d'une souris où on voulait éviter qu'elle fasse un cancer. Pour éviter le cancer, il y a un gène muté dans 50% des cancers qui s'appelle P53. Donc on a doté cette souris d'un P53 supplémentaire. On avait 3 au lieu de 2, moyennant quoi elle était vraiment résistante au cancer, mais elle vivait un tiers de longévité en moins. Comme quoi, on est toujours avec des choses à double tranchant. Et puis, le point final, c'est ces technologies, mais ces technologies au service de qui? On a un exemple, je repartirai sur les implants de Nathaniel, on a un exemple qui est là, devant nous, qui est qu'au mois d'octobre dernier, coup sur coup, Facebook d'une part, Google d'autre part, ont investi $1 milliard, excusez-moi, $1 million c'est de l'argent de poche pour eux, mais même 1 milliard, ça doit être à peu près ça, pour acheter des entreprises de neurotechnologie. Et l'objectif, c'est qu'à l'horizon 5 ans, pas dans des siècles, on se mette sur la tête, où on utilise des lunettes, où on se mette un casque sur la tête, et qu'en pensant une phrase, on puisse l'écrire directement sur l'ordinateur sans plus avoir besoin de son clavier. Donc la capacité de détecter à travers un certain nombre d'activités cérébrales dans le cortex occipital, puisque quand on pense une phrase, on la visualise. Quand on la visualise, il y a un code neural qui se met en place et qu'on peut décrypter, en tout cas qu'on pourrait éventuellement décrypter à l'horizon des millions ou milliards de pixels dont tu parlais tout à l'heure. Mais là, ils y sont. Ils ont quand même mis sur la table 2 milliards de dollars pour commencer. C'est la mise en jeu. Et la question, c'est pourquoi se passer du clavier et pourquoi mettre nos données cérébrales à la disposition, puisqu'il faudra bien que ça passe par le casque, puis ça aille dans l'ordinateur. Pourquoi mettre à disposition nos données cérébrales pour ces entreprises qui pourront les combiner avec d'autres choses? Est-ce que ça sera une augmentation? Oui, on n'aura plus besoin de nos doigts pour taper sur le clavier. Peut-être on fera moins de fautes d'orthographe parce que peut-être que les phrases auxquelles on pensera, on pourra écrire plus vite. Mais quelle augmentation ça sera? Donc toujours, quel est le sens de cette prolongation de l'humain, de cette extension de l'humain? Et est-ce que finalement, devenir soi-même le produit, puisque quand on deviendra le produit d'une exploitation de commerce de données encore supplémentaire, est-ce que se transformer en un produit infini est vraiment l'alpha et l'oméga de notre objectif d'augmentation? Pour ma part, je n'en suis pas convaincu. On va donner la parole à la salle. Si des commentaires, des questions vous brûlent, n'hésitez pas. Allez-y. Bonsoir, merci pour vos interventions. Ma question va un peu dans la lignée de ce que vous disiez, Monsieur Schneeweiss. Actuellement, en droit, on n'a pas vraiment de concept pour protéger l'intégrité mentale. On a un concept d'intégrité psychologique ou psychique en droit pénal. Mais est-ce qu'au final, la popularisation des neurotechnologies, en dehors du cadre médical, est-ce que ça ne pose pas la question justement d'une intégrité mentale qui va au-delà de l'atteinte psychologique et qui touche plutôt justement l'activité neurale? Et au-delà de ça, est-ce qu'on ne peut pas aussi mobiliser des concepts comme l'indisponibilité ou la non-commercialisation, qui a été d'abord envisagée pour le corps, mais est-ce qu'il ne faudrait pas l'étendre du coup aux pensées? Est-ce que vous pensez que c'est une réflexion qui est opportune? Enfin, voilà. Merci. Nathanaël? Alors, je ne pense pas être la personne la plus adaptée à répondre à ça. Moi, je verrais juste la limitation technologique
qui est qu'il aura beaucoup de temps avant d'obtenir une finesse de décodage, de pensée, d'un message, d'un dialogue avec la machine qui sera tel qu'on en aura une trace individuelle. Mais à long terme, la question se poserait vraiment. Et ça intéresse plus des gens de comité d'éthique. Hervé ? Oui, alors c'est un travail du comité d'éthique qu'on commence sur les neurotechnologies, qui en fait est la prolongation de travaux qui se passent à une échelle internationale. Au mois de décembre, l'OCDE a adopté des guides de bonnes pratiques pour les neurotechnologies dans le domaine de la santé. Mais c'est limité au domaine de la santé et c'est quelque chose qui est plutôt un guide de bonne pratique, donc plutôt un appel à bien se conduire. Mais il y a déjà 9 principes qui sont dans ce guide de bonne pratique que vous pouvez trouver sur le site de l'OCDE qui sont un bon début. Alors, j'ai un lien d'intérêt puisque j'ai fait partie du groupe de travail qui a élaboré ces principes. Aujourd'hui, donc, aussi bien au niveau du comité d'éthique de l'INSERM, on va avoir un groupe neurotechnologie, et au niveau du comité international de bioéthique de l'UNESCO, il va y avoir aussi un groupe sur les neurotechnologies. Je pense que les questions de liberté cognitive, de vie privée, y compris vie privée cognitive, même si je suis tout à fait d'accord avec Nathaniel qu'on n'en est pas là, mais les choses progressent et les sommes sur la table sont telles. La DARPA, par exemple, l'agence de sécurité américaine, a mis 2 milliards de dollars sur la table. Les grands groupes s'y mettent en injectant des sommes qui sont des sommes importantes. On est déjà aujourd'hui avec un détecteur qui peut détecter l'activité d'1 million de neurones. Alors, 1 million de neurones, c'est pas grand-chose par rapport aux 86 milliards qu'on a dans notre cerveau, mais c'est une première étape. C'est l'histoire des pixels d'Israël tout à l'heure. Donc je crois qu'il est temps aujourd'hui de dire ce qu'on veut et ce qu'on ne veut pas, même si aujourd'hui ce n'est pas réalisable, mais le jour où ça le sera, ça sera probablement trop tard. Donc il faut anticiper et il faut dire exactement jusqu'où nous ne voulons pas aller trop loin. Et pour revenir sur les droits de l'homme tels que Bernard les énonçait, on a eu les droits politiques avec 89, on a eu les droits sociaux avec 1946, et je pense qu'il est largement temps de penser à des droits cognitifs, même si ce n'est pas pour tout de suite, c'est potentiellement pour un horizon 10-20 ans. Marc ? Oui, juste pour abonder complètement dans ce sens, en disant que les transhumanistes sont très attentifs et très favorables à ce type de développement, puisque parmi eux, aussi bizarre que ça puisse paraître, on peut trouver des personnes qui, alors ils ont du mal à passer à la pratique, parce qu'en effet, la pratique ne fonctionne pas très bien encore, mais il y a des gens qui sont potentiellement volontaires, intéressés pour expérimenter, alors que ce sont des personnes donc bien portantes, pas malades, et qui peuvent être intéressés donc pour tester des améliorations cognitives, des neuroaméliorations d'ordre divers. Oui, mais si dans le même temps ils pressentent que leur intégrité, celle de leur identité ou voilà, de leur cognition, etc., serait mise à mal, ils reculent eux-mêmes les premiers. Donc ils comprennent bien qu'ils ne pourraient aller dans le sens de ces aspirations que dans la mesure où un tel encadrement se développerait. Je peux rajouter que, alors pas trop dans le cadre des neurosciences, parce que les prothèses en neurosciences, elles sont développées dans des cadres vraiment très très restreints, mais d'autres types de prothèses font déjà l'objet de certaines expérimentations, implants cochléaires ou simplement des appareillages auditifs qui peuvent être réglés, implants rétiniens, ou tout simplement des personnes qui peuvent être porteurs d'un pacemaker par exemple, et qui sont déjà en but
avec les législations actuelles qui ont tendance à donner tout le droit aux fabricants, aux concepteurs, et donc qui ne travaillent pas du tout dans l'idée, par exemple, de l'ouverture des logiciels, de l'accès aux logiciels, etc. Les transhumanistes sont déjà engagés pour essayer, alors à leur petite mesure, essayer de faire bouger les lignes et de faire constater qu'il est déjà inadmissible que des appareillages qui commencent à faire partie intégrante du corps humain, cette expression est tirée du texte de la loi, alors que cela devrait avoir pour conséquence d'être sorti du monde marchand au motif de l'indisponibilité du corps, et bien au contraire, cela fait l'objet d'une propriété extérieure à soi-même. Les transhumanistes peuvent être en première ligne sur ces questions. Bernard ? D'abord, une petite remarque qui est une sorte de demi-boutade. La question de vendre ses pensées, on le fait déjà quand on écrit un livre et qu'on touche un certain nombre de droits dessus. Donc ça veut, ouais, voilà. Mais effectivement, le caractère privé de la pensée est quelque chose d'assez fascinant et qui est battu, entre guillemets, en brèche, alors par quelque chose, mais qui est très utile. Vous savez que pour les personnes qui sont dans le coma, on essaie d'entrer en contact avec eux, donc ils ne bougent pas, et on essaie de décoder ce qui se passe dans leur cerveau pour pouvoir inaugurer un dialogue avec eux. Alors, il y a eu un certain nombre de résultats, enfin de Owen notamment, je crois, qui semble avoir réussi à entrer dans une certaine communication, mais pour l'instant c'est tout à fait au début. Mais là, on voit vraiment l'intérêt qu'il y aurait de pouvoir, entre guillemets, lire la pensée ou décoder la pensée de personnes qui justement sont dues à un accident privées de toute possibilité de l'exprimer. Véronique Fournier. Oui, merci beaucoup pour toutes ces interventions qui sont passionnantes et qui nous font bien réfléchir. Moi, je voudrais réagir sur la remarque d'Hervé en début de séance qui disait qu'il faudrait une table ronde de femmes sur la femme augmentée. Eh bien, je pense qu'effectivement, ça aurait été bien qu'il y ait un peu plus de femmes à cette table ronde. Et s'il n'y a pas de femmes, c'est peut-être qu'elles s'intéressent moins à ce sujet. Et si elles s'y intéressent moins, c'est peut-être qu'elles ne le trouvent pas très intéressant. Et donc, il aurait été utile de les entendre. Si elles ne le trouvent pas très intéressant, c'est peut-être parce qu'elles considèrent, comme le dit Nathanaël Jarassé ou Hervé aussi, qu'il faudrait s'entendre sur ce qu'on veut du monde de demain et peut-être commencer par améliorer celui que nous avons là, aujourd'hui. Peut-être que ceux qui pensent que beaucoup de nonagénaires voudraient pouvoir vivre 20 ou 30 ans de plus sont des hommes qui ne sont pas forcément au chevet de ces personnes très âgées, parce que les personnes très âgées sont... Les gens qui sont au chevet des personnes très âgées sont souvent des femmes. Et je pense qu'elles pourraient témoigner qu'il n'y en a pas beaucoup de ces grands vieillards qui veulent que l'espérance de vie soit très augmentée. Peut-être qu'il faudrait réfléchir un tout petit peu à réorienter le progrès technologique vers des choses qui sont peut-être plus humaines et plus utiles au quotidien d'aujourd'hui. Nous sommes souvent critiqués sur la composition des tables rondes. L'année dernière, on a eu des tables rondes où il n'y avait que des femmes. Mais il est vrai que la remarque sur l'homme augmenté et l'augmentation d'une manière générale, c'est plutôt une notion masculine. J'en veux pour preuve qu'il existe des médicaments qui sont très largement utilisés par les hommes puisqu'ils sont au numéro 1 de la consommation mondiale, qui sont les médicaments pour améliorer l'érection. Et numéro 1 des ventes de médicaments pour les hommes exclusivement et pas pour les femmes. Donc véritablement, chez les hommes, il y a quelque chose qui est de l'ordre de la mesure, la performance, la capacité notions qui sont plus exclusivement masculines que féminines, mais ce n'est pas la raison pour laquelle notre table ronde est ainsi composée. Qui souhaite faire un commentaire là-dessus? Bernard. On demande à un homme de faire un commentaire, mais bon, je crois qu'il n'y a pas... Non, mais moi je pense que, Véronique, tu as raison,
Bon, d'abord, quand on parle d'amélioration, d'augmentation, il y a tellement de choses différentes. Ça vient du médicament qu'on prend. J'ai cité Sartre qui prenait des amphétamines pour écrire Les Traits de Néant, pour citer Baudelaire. Enfin, les artistes ont énormément consommé de ces substances-là. Et puis, il y a des choses beaucoup plus technologiques, comme les cyborgs, en gros, hein, couplés. Évidemment, ça pose des problèmes différents, ça nous fait entrer dans des univers différents. Et tout est loin, à mon avis, d'être fort intéressant sur le plan humain du terme. Hein. Mais si on regarde l'histoire de l'humanité, dans le fond, on a toujours mené un peu tout de front le soin aux personnes et puis l'augmentation technologique. Enfin, dans le fond, parce qu'on ne sait pas toujours ce qui va sortir de quoi. Donc, il ne faut pas mettre tous ces œufs dans le même panier. Là, je suis tout à fait d'accord. Et évidemment, une table ronde sur un sujet va forcément s'occuper de ce sujet-là. Mais je crois que tu as raison de souligner ces autres points de vue. Mais d'autre part, quand on dit qu'il faudrait peut-être orienter la société vers des choses plus importantes. Mais qui a autorité pour le faire? Enfin, en définitive, c'est les citoyens qui vont décider. Enfin, évidemment, ce n'est pas le citoyen directement parce que les financements vont se faire d'une manière ou d'une autre. Alors, on compare souvent aux États-Unis parce que, évidemment, le financement aux États-Unis est très différent du financement en Europe. Ce que vous faites avec votre argent privé aux États-Unis ne regarde que vous. Si vous voulez mettre 1 milliard pour développer n'importe quoi, vous pouvez le faire tant que c'est votre argent. Dès que c'est de l'argent public, ça devient beaucoup plus compliqué, même des fois plus restrictif que chez nous, d'ailleurs. Et nous, on n'est pas dans cette optique-là. On a une conception plus solidaire, d'une certaine manière, de la société. Et c'est peut-être pas pour rien non plus. Alors, il y a moins de femmes. Il y a des femmes aussi dans les mouvements transhumanistes, hein, mais il y a moins de femmes, mais il y a aussi moins d'Européens que d'Américains. Enfin, et les choses sont peut-être liées aussi. Je voulais rebondir parce que je suis un peu dans la même mouvance. D'abord, si vous l'avez remarqué, je suis une femme. En plus, concernée par le raccourcissement des télomères, parce que, je vais le dire à mes élèves, j'ai 60 ans. Donc, voilà, vivre 20 ans de plus en bonne santé, mon striatum approuve. Mais mon cortex, il réfléchit un petit peu et il dit oui, mais quand on m'annonce qu'au mois de juin, on aura consommé tout ce qu'on pourra utiliser pour se nourrir sur Terre, ben je me dis que pourquoi, au niveau collectif, là je rejoins, est-ce que l'individu prime sur le collectif ou le collectif sur l'individu? Voilà. Est-ce qu'il y a une utilité à vivre bien, 20 ans de plus, pour mes petits jeunes, pour mes petits-enfants? Voilà. Qu'est-ce qu'on va faire d'eux s'ils n'ont plus de quoi manger au bout un mois, bientôt, peut-être, je ne sais pas. Si on consomme tout ce qu'on a sur notre planète, quelle est l'utilité d'être augmenté? Une demande de ma part, ne partez pas tout de suite pour vous sacrifier pour la planète. Restez encore parmi nous. Oui. Bonsoir. Donc une question pour revenir vraiment au cœur du sujet. Pour moi, la question, c'est quel humain pour demain. Donc là, je pense que vous avez parlé de quel humain aujourd'hui. Vous n'avez rien dit de quel humain pour demain. Je comprends que vous êtes chacun dans des positions précises, dans une recherche du quotidien, dans un travail du quotidien, et que pour vous, demain, c'est cette année, ou peut-être même demain, littéralement, comme pour les gilets jaunes. Demain, c'est demain, hein. C'est pas dans 10 ans. Mais pour moi, demain, c'est dans 20 ans ou dans 30 ans. Une génération qui passe ou des enfants qui arrivent adultes. Donc pour moi, si on ne se pose pas cette question, on ne va pas pouvoir naviguer, on va naviguer à l'aveugle. Les Américains, eux, ils ont fait des projets. Et c'est pour ça, pour vous poser la question, je vais vous donner un exemple que peut-être vous connaissez déjà. Elon Musk, Bill Gates, Zuckerberg et plein d'autres, y compris Laurent Alexandre, que certains disent, bon, il voit trop loin, mais moi je suis d'accord avec eux, je partage leur avis, même si peut-être le temps, peut-être ça va prendre plus de temps qu'ils le disent. Ils pensent qu'en 2040, non pas seulement ils pourront comprendre la pensée humaine, mais la transférer dans une machine. Donc là, il y a déjà une vision. Peut-être que c'est trop. Vous allez me dire, oui, ils vont trop loin. Mais vous n'avez rien dit. Donc on ne sait pas quelle est votre position. Donc en 2040, ou si c'est trop tôt 2040 pour vous, en 2100, comment voyez-vous l'humain, l'homme augmenté? Voilà la question.
Votre opinion sur les technoprophètes, Marc Auroux. Allez, je vais peut-être revenir très rapidement également en arrière pour quelques données factuelles. Pour ce qui est de la part des femmes dans le mouvement transhumaniste, c'est à peu près 15%. Donc vous avez complètement raison en termes de présence, d'activité militante, etc. Cela dit, quand nous organisons des conférences, des colloques sur ce type de sujet, ou quand nous sommes invités, comme aujourd'hui, à discuter sur ce type de sujet, nous constatons que dans l'assistance, la part des femmes, c'est largement 50%. Donc ça montre deux choses, c'est-à-dire que les femmes sont apparemment au moins aussi intéressées que les hommes à essayer de comprendre de quoi est-ce qu'il s'agit, où est-ce qu'on peut aller avec tout ça, etc. Par contre, il n'y a pas la même démarche quand il est envisagé de s'engager, de participer, etc. Bon, je ne vais pas du tout rentrer dans les tentatives d'analyse, mais c'est pas la même chose. Je veux dire, je pense qu'il y a un intérêt marqué de la part de tout le monde. Je pense que tout le monde peut être interpellé de la même manière, ou pas exactement de la même manière, mais en tout cas autant par ces interrogations. Donc ça, c'était juste pour cette petite remarque. Une autre question a été posée qui m'interpellait également, qui était pourquoi s'augmenter? Et évidemment que les transhumanistes ont toute une série de réponses à cette question-là. D'abord, il faut savoir que ce n'est pas uniforme, c'est-à-dire que le transhumanisme, c'est une nébuleuse et à l'intérieur, vous pouvez trouver des gens qui ont de l'intérêt pour des aspects très, très divers, donc amélioration, augmentation tout à fait diverses. Mais je choisirais de prendre un seul exemple pour aller vite, un peu le même sur lequel j'ai déjà insisté jusqu'à présent, à savoir l'augmentation, pour le coup, du nombre d'années de vie en bonne santé. Il me semble qu'il y a tout un ensemble de bonnes raisons de pouvoir le souhaiter, parce que, évidemment, il n'est pas question de prolonger un état de dégradation de l'état du corps pour vieillir de plus en plus longtemps. Ça serait juste ce serait de plus en plus terrible. Non, ce que espèrent les transhumanistes, c'est d'aller vers une situation, alors comme décrivait plutôt Israël Nizan tout à l'heure, c'est-à-dire de pouvoir ajouter des années de bonne santé, voire de meilleure santé. On peut même pousser le bouchon encore un petit peu plus loin. Certains se disent, si on arrive à comprendre suffisamment bien les processus du vieillissement, est-ce qu'on n'arriverait pas à aller jusqu'à les renverser ? C'est-à-dire à proposer une réjuvénation. Alors là, on est dans la science-fiction, mais en tout cas, il y a un certain nombre de bases où, en tout cas, ça n'est pas rationnellement complètement incohérent de se dire, si on comprend suffisamment bien le vieillissement, on pourrait aller jusque-là. Mais je veux répondre encore à l'autre aspect qui parlait finalement de conditions écologistes, je vais dire, c'est-à-dire comment arriver à, je sais pas, nourrir tout le monde, si tout le monde vit une quantité d'années en plus, ou si les structures économiques ont du mal à suivre, etc. Je pense que ça vaut le coup de réfléchir parce que, par exemple, le fait de faire réduire considérablement la période de la vie où notre corps se dégrade, parce que, attention, dans tout ce que je viens de dire, ça ne fait pas disparaître la fin de vie, ça la fait la repousser et ça fait réduire sa durée. Ça ne la fait pas disparaître. Mais le fait ou l'hypothèse de la repousser et de la réduire a des conséquences en termes économiques. C'est-à-dire que, par exemple, il est très facile d'aller vérifier que pour un système de sécurité sociale, ce qui coûte de très loin le plus cher, ce sont les dernières années de vie, parce qu'évidemment, c'est à ce moment-là qu'on a besoin de l'accompagnement de tout le système hospitalo-médical. Donc, en termes purement économiques, eh bien, l'atteinte ou se rapprocher des objectifs dont parlent les transhumanistes pourrait être de manière de faire de très, très sérieuses économies. Bon, je ne vais pas rentrer trop dans le détail sur les autres aspects, mais voilà, c'était 2-3 réponses à des questions qui ont été posées précédemment. Sur les technoprophètes, Bernard. Moi, j'ai jamais beaucoup aimé les prophètes, quels qu'ils soient d'ailleurs. Moi, je trouve que c'est de la rhétorique en bonne partie. Il y a des progrès scientifiques, effectivement, on peut imaginer beaucoup de choses. La science-fiction, c'est très bien.
Mais prophétiser que dans 20, 30 ou 40 ans, il se passera ça, ça ou ça, franchement, je pense que personne n'est capable de le faire. Et comme disait Madame, vu comment vont les choses, d'ici 30 ou 40 ans, ça risque d'être assez difficile pour ceux qui seront encore là. Oui, Hervé. Je crois qu'il faut raison garder d'une part et d'autre part entendre ce qui est dit. On est dans des industriels de l'information et il est logique que ces industriels de l'information cherchent à collecter le plus d'informations possible. Donc aujourd'hui, qu'est-ce que font ces dispositifs? Ils permettent de monitorer, de suivre l'état de vigilance des personnes. Et c'est ce qui est utilisé apparemment déjà pour 400 000 travailleurs dans des usines de l'armée en Chine, dans lesquelles ils portent dans leur casque des systèmes de monitoring qui permettent de suivre s'ils sont vigilants, s'ils sont en train de travailler correctement, s'ils font attention à ce qu'ils font ou pas. Donc on est dans des systèmes qui mettent en question l'humanité que nous sommes. Nous sommes humains parce que nous avons interagi avec d'autres humains dès que nous sommes nés. Et la question fondamentale, c'est de savoir si on va rester des humains, c'est-à-dire dans cette interaction permanente, ou si on va entourer l'humain d'un dispositif de machine tel qu'on va l'isoler dans un face-à-face entre l'individu et la machine, dans lequel on va être en train de perdre toute notre humanité. Donc il faut faire très attention au discours d'un certain nombre de ces personnes et au but de ces discours. Sur la technique, puisque peut-être ça s'adressait un peu à moi, qu'est-ce que font les Français sur la technique par rapport à toutes ces annonces qui sont faites à l'étranger? Je pense qu'il faut vraiment, je rejoins complètement le discours de Hervé. Là, ce qui est évoqué, c'est un discours de l'ordre de la prophétie, de la croyance, qui fait appel à une espèce de croyance démesurée en les capacités de la technologie et de la science. Personne, c'est de la futurologie, et les probabilités de tomber juste et de prévoir le futur. Quand on le voit technologiquement, il y a 10 ans, on était incapable de prévoir l'impact qu'aurait Internet, les réseaux sociaux, la téléphonie mobile. Donc de s'imaginer sur une distance aussi grande, alors qu'actuellement, on n'a jamais eu un progrès technologique aussi rapide, ça paraît complètement démesuré. Ensuite, ce discours, effectivement, n'est pas scientifique. Ce discours, il est idéologique. Il vient quand même de groupes qui ont des intérêts politiques, financiers, économiques, un minimum, et donc qui, en un sens, soutiennent finalement les technologies qui développent, sans forcément les contextualiser, sans mesurer, avoir une vision plus scientifique, plus située des problématiques éthiques, sociétales que ça peut générer. Donc je pense qu'il faut faire attention à ce genre d'annonce-là. Merci. Alors excusez-moi d'avoir pris le train en marche, j'ai peut-être manqué le début du forum. J'aurais une question à poser au sujet des mentalistes. Peut-être vous avez déjà assisté à des spectacles d'entertainment, de divertissement, où des animateurs savent, par je ne sais quel procédé, détecter la pensée du public, d'une personne dans le public. Alors j'aimerais développer cette question. Est-ce que scientifiquement, il est possible qu'un psychanalyste, un scientifique ou je ne sais qui encore puisse détecter et savoir ce qui se passe dans nos têtes, dans notre psyché, dans notre pensée? Je développe un peu ma question. Voilà, j'ai une structure mentale psychotique qui a été diagnostiquée. J'ai participé en 2016 au forum de bioéthique sur le normal et le pathologique. Je me suis beaucoup instruite à ce moment-là. J'entends un écho là, mais ça ne me concerne pas. Je me suis beaucoup instruite en 2016 lors de ce forum de bioéthique. Ma structure mentale ne m'empêche pas de faire fonctionner mes neurones, de faire fonctionner ma pensée et d'être cohérente aussi dans mes propos. J'ai un traitement médicamenteux qui m'aide aussi justement à gérer et ne pas trop déraper en ville, puisque je ouvrais une parenthèse, j'ai pu défiler un jour en décembre en slip lors d'une manifestation pour le climat. Je ferme la parenthèse. Ceci étant, voilà, j'aimerais aller jusqu'au bout de ma pensée pour développer cette question. Oui, je vais être concise, mais les autres ont eu droit aussi à la parole et j'aimerais pouvoir avoir ce droit. Merci. Les questions ne durent que... Madame, pardonnez-moi. S'il vous plaît. Les questions ne durent qu'une minute. Quelle est votre question? La question, je l'ai posée, j'aimerais la développer. Voilà, j'ai vécu une expérience de mentaliste. C'est-à-dire que dans ma structure mentale,
j'étais convaincue, persuadée, que des mentalistes avaient le pouvoir, la liberté et la possibilité, avec des nouvelles technologies, de détecter ma pensée. Or, ma psyché s'est battue, puisque ma pensée m'appartient. Ma pensée est libre. Je reste un individu libre, je reste une personne libre. Donc, j'étais en conflit Madame, contre je vous ce demande mentaliste. Non, mais laissez-moi développer cette pensée. Non. Je vous demande de respecter nos règles collectives, s'il vous plaît. Nous avons une règle, c'est que les questions ne dépassent pas 1 minute. Merci, on a compris la question et on y répond. Mais c'est une règle collective pour qu'il puisse y avoir d'autres. Est-ce que tu veux répondre, Hervé? Je peux donner un élément. Je peux donner un élément. Si vous voulez, je peux donner un élément technique. Juste un élément technique de réponse à votre question. Je peux vous dire actuellement comment on pourrait arriver à décoder au mieux ce à quoi vous pensez. C'est très simple, c'est assez bateau. En fait, on va utiliser des capteurs qui pourraient être implantés ou pas sur votre peau, sur plein d'effets. Ça peut être mesurer votre état de stress, votre rythme cardiaque, votre activité cérébrale par une activité électrique qu'elle est générée. On va mettre plein de capteurs et on va vous demander d'exhiber certains comportements et on va entraîner un algorithme, ce qu'on appelle de machine learning, c'est une forme d'IA, et on va lui dire là, l'algorithme va lui dire là tu vois, quand les signaux sont comme ça, mesurés sur le capteur, elle est dans cet état-là. Et une fois que l'algorithme aura été entraîné, alors, si vous exhibez un certain comportement ou avez une certaine pensée qui s'apparente à quelque chose qu'il a déjà vu, il pourra dire, cet algorithme, il y a de grandes chances qu'elle soit stressée, il y a de grandes chances qu'elle pense à ceci, mais la machine va juste pouvoir reconnaître des états de façon supervisée que vous lui avez dit, là, je suis en train de penser à ça, je suis en train de penser à ça. Actuellement, et pour une grande période de temps, on sera cantonné à ce genre d'approche-là. Donc, vous voyez, ça reste quand même très, très soumis à des conditions de bonne volonté de la personne qui participe à l'expérimentation, qu'il n'y a pas de prise de contrôle et que finalement, si on met ça en regard avec la possibilité de penser à une même chose de façon très différente, il y a 1 million de façons de penser à des choses très simples, un carré bleu, un rond rouge, des choses comme ça. Il y a peu de chances que vous soyez détectable, décodable très facilement par la technologie. Merci. Oui, moi je voudrais parler, parce que déjà ce matin, vous avez fait allusion à la régulation. La régulation dans le milieu académique, ça semble cohérent. Mais à partir du moment où ce sont des acteurs du privé qui ont les cartes en main, ne serait-ce que les GAFAM, j'ai l'impression que c'est une... Je me demande si vous y croyez vraiment quand vous parlez de régulation. Dans 20 ans, est-ce que vous avez vraiment l'impression que les capitaux privés quasiment illimités, vous aurez un pouvoir de régulation sur eux? Et puis j'en profite aussi, monsieur Israël, professeur Israël, pour la présence féminine. Moi j'ai vu la plupart des vidéos sur YouTube et il y avait une animatrice, j'ai oublié son nom, je crois que c'est Aube, qui était justement, qui resplendissait et qui, même s'il n'y avait que des hommes autour de la salle, autour de la table, il y avait une présence féminine qui se dégageait dans toute la salle. Alors sur la capacité de régulation. C'est toujours la même question. Vous n'empêcherez pas l'être humain d'être transgressif. Quand Ben Gourion a créé l'État d'Israël, il aurait eu ce mot en disant « ça sera un vrai État le jour où il y aura des escrocs en prison et des prostituées dans la rue ». Donc les humains sont des humains. Vous faites des réglementations pour dire que vous ne devez pas dépasser 130 km/h sur l'autoroute et vous savez très bien que certains les dépasseront, mais vous allez les verbaliser, voire même leur retirer permis de conduire ou voiture. Donc voilà, les lois sont faites pour créer une société dans laquelle nous puissions vivre de façon la plus pacifique possible. Là, je parle sous le contrôle du philosophe qui a cité Locke tout à l'heure. Donc, nous nous sommes donnés dans des sociétés de droit, dans les sociétés démocratiques, un certain nombre de règles. Est-ce qu'un certain montant du capital va les dépasser? Bon, je ne suis pas un prophète.
On peut juste se référer au passé. Il y a eu dans le passé, y compris dans l'histoire américaine, puisque ce sont essentiellement des sociétés américaines pour l'instant, des géants dont on a dit qu'on n'arriverait plus à les arrêter. C'était Rockefeller avec le pétrole, c'était Vanderbilt avec l'acier, c'était Ford avec la voiture. Il y a eu des lois antitrust qui ont été votées et qui ont démantelé la Standard Oil, qui est devenue 7 ou 8 compagnies, etc. Aujourd'hui, les GAFAM sont tout à fait conscients que ce qui leur pend au nez, c'est une loi antitrust, que ce soit nationale ou internationale. Ce qui leur pend au nez, c'est qu'ils aient leur équivalent chinois qui leur fasse la peau, et de la même façon qu'ils sont nés en moins de 10 ans, ils peuvent disparaître en moins de 10 ans. Je vous rappelle que suite au scandale Cambridge Analytica, Facebook a perdu 300 millions d'utilisateurs dans le mois qui a suivi. Alors, ils les ont regagnés depuis, puisqu'ils doivent être à 2,5 milliards d'utilisateurs. Mais on est dans des sociétés à très haute volatilité, et ce n'est pas parce que l'obstacle est haut que nous devons ne pas l'affronter et essayer en tout cas de le réfléchir et de le penser. Donc, on est comme le colibri de Rabri, c'est-à-dire on apporte notre goutte d'eau pour essayer d'éteindre l'incendie. Tout à l'heure, on a parlé des problèmes de la planète auxquels il faut penser aussi. Je pense que c'est un ensemble de choses. Et si nous voulons rester libres, nous devons penser ces questions et penser que la régulation, y compris la régulation internationale, nationale et internationale, peut faire quelque chose. Sinon, pourquoi êtes-vous ici ? Oui. Bonjour. Oui. Comme évoqué plus tôt, on consomme beaucoup plus que la planète nous fournit en termes de ressources. Et je me demande si dans 20 ans, ou 30 ans, ou 40 ans, on serait dans un cas de l'effondrement écologique ou économique ou autre, comment vous verrez la position d'un transhumaniste ou de l'humain augmenté ou enhanced? Est-ce que ça a toujours une place dans un monde qui s'effondre ou comment vous verrez ça? J'ajoute à cette question qu'on pourrait très bien s'augmenter en ayant des outils qui nous permettent de mieux résister à la pollution. Alors, est-ce qu'il y a une place pour l'augmentation dans un monde qui va aussi mal qu'on le dit ? Je me propose une réponse. J'ai écrit quelques petits papiers sur des sujets comme décroissance et transhumanisme, écologie et transhumanisme. L'Association française transhumaniste est à quelques jours de diffuser un texte un peu long sur que peuvent être des propositions transhumanistes en termes d'écologisme. Donc ça signifie bien que ça nous paraît tout à fait compatible. Il nous semble qu'à travers tout un ensemble d'exemples, on peut rentrer dans les détails, la pensée et des pratiques transhumanistes peuvent au contraire apporter des solutions à nos problèmes, à notre situation de crise. On peut aller plus loin, donc je suis allé jusqu'à pousser la réflexion jusqu'à dire, oui, en situation de décroissance, donc imaginons un effondrement plus ou moins grand ou éventuellement une décroissance choisie. Hein, on peut envisager, certains souhaitent qu'on n'attende pas l'effondrement et qu'on choisisse donc la restriction volontaire, la simplicité, etc. Est-ce que la pensée transhumaniste en est pour autant contredite? Est-ce qu'elle serait arrangée dans les placards? Je ne crois pas. Je pense qu'en fait, il s'agit toujours de deux choses distinctes. De quoi est-ce que parle le transhumanisme? Le transhumanisme parle de la capacité, donc de la possibilité d'intervenir volontairement sur l'évolution de notre condition biologique, de manière à faire des choix, de l'orienter dans des directions choisies, d'abord individuellement puis collectivement. Est-ce que ce genre de pratique ou de tendance serait contradictoire absolument avec une situation de décroissance? Moi, je ne crois pas, parce que même dans les perspectives les plus poussées de la décroissance, il n'est par exemple pas question de faire disparaître les pratiques médicales, il n'est pas question de faire disparaître toute pratique technologique.
Or, pour certaines pratiques transhumanistes, il n'y a pas besoin d'un énorme appareillage technologique tout autour. Pour modifier, pour influer sur la biologie, certains médicaments sont assez faciles à élaborer. Certains sont des médicaments qui sont très utilisés, très courants. Je prends un exemple, pas que des transhumanistes, mais un certain nombre d'équipes médicales sont en train de faire des expérimentations basées sur la metformine, cette molécule qui est d'abord utilisée dans le cadre du traitement du diabète, parce que, par hasard, par sérendipité, il s'est révélé que les patients qui sont traités, donc les patients obèses, qui sont traités avec la metformine, ont apparemment une durée de vie finalement en bonne santé supérieure d'un bon nombre d'années de plus par rapport aux autres patients obèses qui ne sont pas traités avec cette molécule, la metformine. 7 ou 8 années de différence, donc c'est ce qui ressort de méta-analyse, de méta-études. Donc là, maintenant, on commençait pour la première fois, d'ailleurs c'est quelque chose d'assez important de réaliser qu'on commence à faire ce type de test sur des personnes qui sont non malades, aux États-Unis, agréée par la Food and Drug Administration. Donc c'est l'étude TAME, très précisément. Je pense que ça vaut le coup de se pencher sur cette étude. Donc on utilise la metformine pour vérifier si, en effet, ça permettrait une augmentation de la durée de vie en bonne santé. La metformine, autant que je sache, est facile à fabriquer, peu chère à fabriquer, ne demande pas un complexe donc pharmaceutico industriel très très lourd à développer autour. Alors ça dépend jusqu'à quel point on pousse la décroissance, hein, mais l'idée générale c'est que les deux concepts ne jouent pas dans le même champ, donc ils n'ont pas à s'opposer forcément. Ce qui provoquerait une opposition, c'est évidemment si on parle d'utilisation de technologies massives, d'informatisation massive, de traitement de données massives. Si on veut parler de téléchargement de la pensée, on peut imaginer au nombre de data à gérer. Et à ce moment-là, alors là, il y a besoin d'une très très grande quantité d'énergie, etc. Si on veut permettre ça pour l'ensemble de la population de la planète, il va en falloir des data centers. Alors là, oui, il peut y avoir des contradictions radicales, mais ce n'est pas tout le transhumanisme. Madame. Bonjour. On parle beaucoup de réduction des inégalités sociales pour le moment. Vous avez parlé de l'homme augmenté, mais qu'en sera-t-il des sociétés augmentées? Donc ces sujets concernent surtout nos sociétés industrialisées. Quelle sera la place des pays en voie de développement dans le futur, selon vous? Ne se creusera-t-il pas un fossé indécent entre ces sociétés et les nôtres? Voilà, merci. On est un petit peu à la limite du sujet, mais quelqu'un veut répondre? Je peux vous proposer une réponse très rapide. L'association française a parmi ses membres des gens qui sont des Camerounais, des Togolais, par exemple, des Tunisiens, des Marocains. Mais je trouve notamment intéressant le retour que nous font les gens en provenance d'Afrique subsaharienne qui, en quelque sorte, estiment que cela pourrait être pour leur pays une occasion de combler au contraire le retard plutôt que de le voir s'agrandir parce qu'ils y voient des facteurs d'accélération pour leur propre développement. C'est comme ça que je comprends, je pense que ce qu'ils expriment. Alors après, Torao a raison, il faut le développer pour voir ce qui est possible, mais je pense que voilà, tout va dépendre de la manière dont ces technologies-là vont être développées et mises en place pour savoir si ce sera vraiment positif pour eux. Ce qu'on peut déjà dire aussi, c'est que le fossé existe déjà maintenant. Il n'est pas lié, dans le fond, au transhumanisme. La question est de savoir comment faire pour qu'il ne s'élargisse pas. Moi, je n'ai pas vraiment les recettes. Hein. C'est clair qu'il y a des phénomènes de coopération. Enfin, tout ça est assez compliqué. Mais je pense que cette idée que ça pourrait aggraver les fossés vient de ce que certains présentateurs du transhumanisme imaginent une humanité à deux vitesses, enfin, ceux qui ont, ceux qui n'ont pas. Et moi, ça me semble de l'ordre... Enfin, cette idée-là me semble de l'ordre du fantasme, mais le problème est bien réel dessous, effectivement, de savoir comment faire en sorte que tous les êtres humains participent d'une certaine manière aux progrès qu'on doit quand même aux technologies.
Bonjour. Un point, je crois qu'il faut faire très attention au fait qu'il n'y a pas une homogénéité des pays en voie de développement et qu'il y a une dimension culturelle, Bernard l'a évoqué au début dans son introduction, il y a évidemment une notion culturelle, et Marc aussi, sur la notion même d'augmentation ou de valorisation. Et je pense que selon les cultures, ça ne sera pas du tout la même chose en Afrique et en Amérique latine, ça ne sera pas du tout la même chose en Chine ou dans les pays asiatiques qu'en Europe. Donc il faut faire très attention à qu'est-ce qu'on entend par augmentation ou valorisation et qu'il faut le resituer dans son contexte culturel. Bonjour. Donc pendant cette conférence, le thème des plus fortunés qui pouvaient se fournir plus rapidement ces technologies de demain est souvent revenu. Donc ma question serait en deux temps. D'abord, on a parlé de la chirurgie esthétique ou des lunettes qui au départ ont fait scandale puisque c'était réservé aux plus fortunés, mais qui sont devenues du coup assez communes. Du coup, au final, comme c'est arrivé déjà par deux fois, est-ce que l'accès par les plus fortunés de ces technologies, au final, ça a vraiment un intérêt de se poser cette question? Est-ce qu'on n'en a pas un peu rien à faire de se dire ce sont les plus fortunés qui vont l'avoir en premier? Et dans un deuxième temps, peut-être une solution, ça serait, c'est juste une supposition, je ne sais pas du tout ce qu'il en est, est-ce qu'il serait juste possible d'attendre que économiquement ces technologies soient accessibles à tous avant de les commercialiser? Oui, Nathanaël. D'un point de vue de la recherche technologique, en fait, finalement, le produit il se rend disponible quand il y a un besoin, quand il y a un usage, quand il y a un marché. Et c'est pas qu'une question en fait, de développement technologique. Donc un débat qui agite par exemple les technologies pour le handicap, c'est d'essayer de se généraliser, de trouver des applications duales, c'est-à-dire d'arriver à cibler qu'un dispositif aide. C'est un peu dangereux parce qu'on serait à la limite peut-être entre la réparation et peut-être l'utilisation de loisirs ou d'augmentation. Mais l'idée, c'est que si vous avez une technologie qui peut servir aussi à une population dite de valide, vous accédez à un marché qui est tel qu'on peut tout de suite réduire des coûts, faciliter un transfert auprès d'acteurs industriels et faciliter en un dernier cas l'accès pour les personnes qui en avaient besoin d'un point de vue vital. Donc on ne peut pas vraiment séparer, je pense, la phase de recherche et de la phase sociétale de besoin, d'usage, etc. C'est assez intimement mêlé. Aurélien? Alors je m'octroie la dernière question. Une réflexion et une question peut-être pour Bernard Bertschi. D'abord, c'est vrai que ce n'est pas la première fois qu'on aborde la question de l'homme augmenté. Et j'ai l'impression qu'en quelques années, finalement, les choses ont assez peu évolué et que finalement, parfois on appelle homme augmenté ce qui est homme réparé, c'est-à-dire allongé de 4, 5, 6, voire 10 ans l'espérance de vie en bonne santé. Ce n'est pas forcément changer la nature profonde de l'être humain et faire remarcher un paralytique, ce serait plutôt de l'ordre de la réparation aussi, alors que l'augmentation, on a l'impression qu'on passe un autre cap et que dans cette thématique de l'augmentation, il y a quelque chose de presque religieux, c'est-à-dire qu'on va changer la nature de l'être humain. On va faire en sorte de corriger ce qui a été mal fait par Mère Nature ou par Dieu ou par ce qu'on imagine. Est-ce qu'il y a une dimension religieuse dans cette idée d'augmentation de l'être humain ? Oui, c'est d'ailleurs à cause de cet aspect un peu prophétique que j'ai pris l'exemple de substances stimulantes qui sont des choses qu'on trouve déjà sur le marché, pour essayer de rabaisser un peu, de déflationner un peu le sujet. Cela dit, alors le côté religieux, bon, il faudrait savoir ce que c'est qu'une religion, mais par contre, il y a quelque chose d'assez intéressant, c'est le concept de nature qui est utilisé par le transhumanisme, parce qu'il y a une grosse ambiguïté entre dépasser la nature ou entre réaliser la nature de l'être humain ou la nature cachée de l'être humain. On a ces deux discours, notamment chez un des personnages importants transhumanistes qui s'appelle Nick Bostrom et qui est en même temps quelqu'un de raisonnable dans le sens où qui accepte de discuter, avec qui on peut argumenter, etc., qui parfois dans des textes utilise une notion, la nature c'est au XVIIe, XVIIe siècle que ça s'est noué. Soit la nature c'est l'ensemble de la réalité avec toutes ses horreurs, et Voltaire parle de l'horreur de la nature, qu'il faut arriver à policer, etc. Soit de l'autre côté, la nature humaine, c'est ce qu'il faut essayer de réaliser en nous, donc réaliser les possibilités de notre nature. Il y a continuellement un jeu entre ces deux types de concepts, et donc continuellement un jeu de se réaliser ou se dépasser. Et c'est ce qui rend, à mon avis, le discours transhumaniste un peu intellectuellement difficile, parce qu'on ne sait pas toujours très bien,
on voit bien où ils veulent en venir, j'entends, mais il y a d'un côté les technoprophètes, comme on a déjà dit, qui vous promettent plein de choses, etc., y compris de résoudre le changement climatique, hein, puisque c'est grâce aux êtres humains améliorés qu'on pourra résoudre il faudra qu'ils se dépêchent d'ailleurs, hein, parce qu'il probablement il ne reste plus beaucoup de temps. Et puis d'un autre côté, des pratiques beaucoup plus simples, qui sont proches, à la limite de la médecine, hein, proches de la médecine, et qui veut simplement dire, l'être humain a des aspirations depuis tout le temps, mais si ça peut l'aider à satisfaire ses aspirations, voilà, oui, c'est une manière de... Au fond, là, l'homme augmenté, c'est l'homme se réalisant lui-même. Voilà. Il y a cette balance, là, me semble-t-il. Nathanaël, le mot de la fin. Le mot de la fin. Moi, en fait, finalement, je me retrouve ici parce que je travaille sur l'homme réparé et on m'appelle toujours sur l'homme augmenté. Et je pense qu'il y a un effort, en fait, qu'on a tous à avoir dans cette manière peut-être de reconsidérer que ce soit la signification du mot, ce qu'elle sous-entend, de voir finalement, en fait, l'augmentation dont on bénéficie tous, le fait que finalement, la question de l'augmentation, c'est la question de l'évaluation. Et donc c'est quelque chose de très, fluctuant, très subjectif, et qu'une vision globale de ça rétablit assez vite les pieds sur terre. On peut être augmenté ponctuellement pour quelque chose, mais diminuer pour d'autres. Et donc de la même façon, le mot de la fin, ce serait d'avoir, mais c'est très, très prétentieux, d'avoir une vision globale en fait du problème, de le considérer du point de vue politique, technologique, du point de vue de la personne qu'on répare ou qu'on augmente, mais aussi de l'autre, du microcosme sociétal et politique dans lequel ça s'insère, pour peut-être prendre des bonnes décisions s'il y a des décisions à prendre à certains moments. Marc Auroux, on n'a pas beaucoup évolué sur cette notion depuis la dernière fois qu'on en a parlé. Non, en effet, je pense que les mêmes questions demandent d'être encore travaillées, retravaillées assez longuement. J'insisterai sur un point justement qui est un de ces aspects de ces notions qui demandent d'être travaillées et retravaillées. Je pense qu'on a entendu à peu près tout le long de cette table ronde. On s'est posé la question plusieurs fois de finalement de savoir si l'approche transhumaniste, ça relevait d'une continuation de la médecine ou si c'était, quand ça parlait trop de futurologie, c'était vraiment de la science-fiction. Je pense qu'il est important de se rendre compte que nous, de manière globale, en tant que société, je veux dire, nous avons tendance à considérer comme normal, habituel, des pratiques médicales ou autres, une fois qu'elles sont installées depuis un certain nombre d'années, de décennies ou de siècles dans nos pratiques. Alors ce sont les lunettes, par exemple, dont parlait Bernard Bertschy tout à l'heure. Quand c'est à la marge, ça grince un petit peu, on cherche nos mots. Si c'est encore un petit peu devant nous, on va y donner d'autres noms. Alors on va dire, ah ça c'est peut-être du transhumanisme, mais par exemple, je sais pas moi, un implant cochléaire, sachant qu'on peut le régler pour entendre les ultrasons, on est techniquement capable de le faire. Est-ce que c'est un objet transhumaniste ou pas? La médecine nous dit non, et on refuse d'entendre parler, par exemple, de l'utiliser dans un sens transhumaniste. Mais c'est quand même intégré, et l'implant cochléaire, ça fait belle lurette qu'il n'est plus considéré comme quelque chose de futuriste ou quoi que ce soit. Et donc, vous voyez, il y a une sorte de progression comme ça, on renvoie régulièrement et systématiquement dans le futur des pratiques auxquelles on n'est pas encore habitué. Une fois qu'elles sont intégrées, on change de nom, on les appelle différemment, on les appelle médecine, etc. Donc je pense qu'il faut réfléchir sur ces tendances-là et ne pas donc du coup considérer comme condamnables a priori des pratiques qui sont simplement en cours d'apprivoisement. Hervé, est-ce que ce n'est pas le reflet, cette histoire d'homme augmenté, de l'immense fragilité de l'être humain qui n'a pas un poil pour se vêtir, pas une griffe et pas une dent, qui ne court pas si vite, et que ça fait 100 000 ans qu'on essaye d'améliorer nos corps pour essayer de mieux résister à la prédation ambiante? Est-ce qu'il n'y a pas un lien entre cette immense fragilité-là? On s'est installé sur le trône de la création et on s'est autoproclamé au sommet de cette création. Est-ce que l'homme augmenté ne serait pas un avatar psychologique de cette énorme faiblesse? Tu veux nous ramener à l'époque où l'homme a été créé. Alors, on va terminer en offrant à l'auditoire un retour à la plus vieille histoire de l'humanité,
Donc on va remonter à Sumer 3000 ans avant notre ère et à ce tyran qui s'appelle Gilgamesh qui tyrannise tout son pays, qui a droit de cuissage sur tous les jeunes filles. Ça va nous ramener à la question du genre. Et donc tout le pays supplie les dieux de faire quelque chose pour arrêter cette tyrannie. Et les dieux décident de lui donner un ami. Et cet ami, c'est une espèce d'être sauvage qui s'appelle Enkidu et qui va être humanisé à travers la sexualité, puisque la grande prêtresse va l'initier à ce qu'est être humain à travers la sexualité. À partir du moment où Gilgamesh va rencontrer Enkidu, il va arrêter de tyranniser le royaume. Ça va être magnifique jusqu'au moment où il va se mettre en tête de dépasser ses limites d'homme, c'est-à-dire d'aller tuer une bête mythologique. Et il va réussir à tuer cette bête mythologique, mais au passage, Enkidu va mourir. Et fou de douleur, il ira rencontrer Utapishti, le rescapé du déluge, pour essayer de lui demander le secret de l'immortalité. Aller plus loin que la question du vieillissement. Je ne vous dis pas comment se passera le voyage de retour, mais vous le devinez un peu. Voilà. C'est le premier récit qui nous soit arrivé avec les tablettes découvertes du côté de Babylone. Je pense que ce récit sur qu'est-ce qui fait de nous des humains, et en l'occurrence, voilà, l'homme au sens genre humain, genre homme, veut être l'égal des dieux et avoir l'immortalité. La femme donne l'humanité à travers la sexualité. Dans quelle société voulons-nous vivre? Je crois que depuis Sumer, on reste sur cette interrogation. Un grand merci à tous nos orateurs. Nous sommes tous connectés et explorés et nos santé sont contrôlées. On reprend à 19h sur la santé connectée. À tout à l'heure.